En décembre 2013, le gouvernement proposait au Parlement le projet de loi pour l'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Ce texte est une véritable loi d'orientation, attendue par les agricultrices et les agriculteurs, mais aussi par la société tout entière, soucieuse de préserver l'apport économique des productions de l'agriculture et de l'agroalimentaire et d'en améliorer l'impact social et écologique. En effet, de nos politiques agricoles, tant européennes que nationales, dépendent l'aménagement harmonieux de nos territoires ruraux, notre niveau d'autonomie alimentaire, l'accès pour tous à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante. Le texte que nous sommes amenés à améliorer encore aujourd'hui est issu d'un travail parlementaire et le groupe écologiste a apprécié le dialogue et l'écoute de Monsieur le ministre et de son cabinet, ainsi que de Monsieur le rapporteur, mon cher collègue Germinal Peiro, voisin, qui a ouvert toutes ces auditions. Je tiens également à saluer tous les parlementaires, nombreuses et nombreux, qui se sont investis pour élaborer une politique agricole clairement orientée vers l'agroécologie. L'agroécologie n'est pas une révolution. Ce terme est né en 1928. Il a pris toute sa dimension lorsque, dans les années 70, au plus fort du développement de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'agrochimie productiviste, René Dumont, puis Pierre Rabhi, Marc Dufumier, d'autres, ont plutôt que d'autres porté cette vision futuriste d'une agriculture mieux intégrée dans la société. Futuriste parce que basée sur la diversité, la reconnaissance des savoir-faire paysans, cultivateurs plutôt qu'exploitants de la terre. Elle est durable parce qu'elle permet de produire qualitativement tout en respectant les sols, le sous-sol, l'air, l'eau et la santé des consommateurs. Économe en intrants, elle rend les agriculteurs plus autonomes et résilients. Leurs fermes leur offrent qualité de vie et revenus et sont donc transmissibles aux générations futures. La révolution, c'est d'avoir inscrit dans une loi cette ambition et nécessité de passer d'une agriculture chimique à une agriculture biologique. À l'heure où notre agriculture se dégrade elle-même, où se dégrade son environnement, à l'heure où les sirènes technicistes des lobbies, des semenciers, de l'agrochimie tentent à tout prix d'imposer leurs semences et plants génétiquement modifiés et pesticides, c'était une nécessité de se fixer l'objectif d'une transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation qu'elle produit. L'engouement unanime de tous les acteurs nous interroge sur les moyens que cette loi apportera dans le contexte d'une PAC toujours plus libérale, malgré les aides revalorisées pour les 50 premiers hectares et quelques mesures environnementales maintenues ou améliorées. Ainsi, les dispositions concernant le foncier, de l'avis de tous ici présents, constituent la clé de voûte de ce texte. Mes chers collègues, même si une meilleure gouvernance des commissions départementales et des SAFER permettra une gestion du foncier plus transparente, je crains que les mesures adoptées à ce jour nous laissent au milieu du gué. Je tiens à vous signaler que le rythme d'artificialisation des sols a atteint 70 000 hectares entre 2006 et 2012. Ce phénomène, principalement lié à la périurbanisation, est une des causes principales du recul de la biodiversité française, selon le rapport du 25 juin de France Active. Aussi, nous devons nous donner les moyens de mieux contrôler les transferts de propriété, les attributions de prioritaires de fermage et autorisations d'exploiter. La première étape pour toute personne qui veut s'installer, c'est d'avoir accès au foncier. Face à des spéculateurs ou des gargantuas de la terre, seules des mesures fortes peuvent assurer cette accessibilité. Je citerai ici Edgar Pisani, qui déjà écrivait en 1977 dans l'Utopie foncière. J'ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique et qu'une bonne dose d'ingéniosité suffirait à le résoudre. J'ai lentement découvert qu'il était le problème politique le plus significatif qui soit, parce que nos pratiques foncières fondent tout à la fois notre système de pouvoir, façonnent nos comportements. Presque 40 ans plus tard, nous pouvons affirmer que nos pratiques foncières ont été celles des prédateurs. C'est pourquoi je vous invite à donner aux commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers un rôle décisif et incontournable. Ensuite, nous devons engager notre responsabilité pour que cette loi soit celle qui bannit
les produits polluants et les pratiques dangereuses pour la santé et nos environnements. Je pense aux pesticides dans les airs, les sols, les corps vivants, aux algues vertes dans les eaux, aux antibiotiques dans les animaux et nos aliments. Les conditions d'épandage des pesticides plus respectueuses de l'environnement et donnant la possibilité aux préfets d'appliquer au cas par cas des mesures plus drastiques permettront aux agriculteurs en agriculture biologique ou conventionnelle d'apporter les traitements nécessaires à la protection de leurs plantes et au voisinage d'être respectés. Reste que sont encore mis sur le marché phytosanitaire trop de produits potentiellement cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. Les produits insecticides sont de plus en plus soupçonnés d'être non seulement tueurs des pollinisateurs, garants de nos récoltes, dont les abeilles, mais aussi pour les vers de terre qui travaillent les sols mieux que nous-mêmes. Enfin, les règlements d'application pris par nos ministères devront être aussi cohérents que les objectifs que nous nous serons fixés dans cette loi. Les comportements individuels déviants devront être mieux encadrés. Une agriculture spéculative concentrée n'offrira jamais un projet social acceptable et ne façonnera pas les paysages aussi bien qu'une agriculture paysanne. La ferme des 1000 vaches est ainsi le reflet de notre impuissance. Si la méthanisation est bienvenue pour produire biogaz et composter les déjections animales, l'acceptation sociale et environnementale d'un tel projet passe par la taille des ateliers d'élevage, de leur gestion collective ou individuelle, de leur taille maximale autorisée, de l'interdiction ou non d'y mettre des cultures alimentaires. Je voudrais terminer en évoquant devant vous quelques satisfactions. La plus importante à mes yeux est celle d'avoir fédéré un grand nombre d'entre vous, dès la première lecture, pour inscrire dans la loi les projets alimentaires territoriaux proposés par les écologistes et répondant à une volonté forte de recréer du lien de proximité entre nos productions et nos consommations, notamment pour notre alimentation. Lors de réunions publiques, mais aussi de nombreuses auditions que j'ai conduites auprès d'élus, acteurs locaux, parents d'élèves, résidents d'EHPAD, dirigeants d'établissements associatifs ou publics, assurant une restauration collective quotidienne, d'agriculteurs, de maraîchers, de jeunes en projet d'installation au espace test, j'ai pu constater que tous sont prêts à saisir cette opportunité pour relancer une dynamique économique et sociale de territoire autour de l'alimentation. L'agriculture locale, familiale, au service de l'alimentation des habitants représente aujourd'hui la moitié de la planète. Les conditions de leur maintien face à une agriculture industrielle dépendent aussi des soutiens des pouvoirs publics. Dans le Sud, la coopération internationale et l'encadrement des politiques commerciales doivent être à l'œuvre. En Europe, les transferts des fonds FEDER de la politique agricole aux régions constituent un levier supplémentaire pour enclencher la dynamique vertueuse et circulaire des systèmes alimentaires territoriaux. La deuxième satisfaction, c'est de voir un statut du métier en phase avec les multitudes de situations existant sur le terrain, une approche de l'installation intégrant la diversité des projets, un statut des sociétés agricoles mieux encadré, l'installation progressive enfin reconnue, une protection sociale ouverte à un plus grand nombre de nouveaux agriculteurs et dans la diversité des activités intégrant l'agrotourisme. Les réorientations données à la formation et à la recherche devraient donner plus de place à l'agroécologie, l'agronomie, l'agriculture biologique et les systèmes coopératifs. La troisième satisfaction, c'est que nous ayons pu trouver enfin un cadre juridique amélioré pour l'utilisation des semences paysannes et des produits naturels peu préoccupants. Que de temps passé pour rétablir des droits ancestraux des paysans. À l'heure où ce texte de loi veut promouvoir des systèmes moins consommateurs de pesticides, il eût été pour le moins incompréhensible que des méthodes alternatives simples et naturelles ne trouvent pas leur place. Mes chers collègues, nous avons encore du travail devant nous et ce projet de loi devra maintenant être décliné grâce à toutes les organisations de développement, de formation et de recherche, grâce aussi à tous les acteurs des territoires ruraux. Chacun se trouve devant ses responsabilités. L'agriculture est l'affaire de tous. De nos choix politiques dépend la possibilité de redonner vie à nos territoires ruraux, un autre regard sur nos cultures, nos pratiques d'élevage, nos forêts, mais aussi sur ce métier d'agriculteur que des femmes et des hommes pratiquent avec la ferme volonté de bien cultiver la terre, y gagner leur vie en produisant notre alimentation et de permettre aux générations futures
de poursuivre cette œuvre de vie. Je vous remercie.